homme politique camerounais et figure forte de l'opposition. Bienvenue, Président Maurice Kamto. Merci. Alors, merci aussi à vous, Président. Je rappelle que vous êtes donc le Président de la Commission du droit international des Nations Unies. Tous s'accordent également à dire que vous avez conduit avec succès la délégation camerounaise lors des négociations pour la rétrocession de la presque île de Bakassi. En 2004, vous êtes nommé ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Vous présentez également votre démission en 2011 et aujourd'hui vous êtes candidat à la présidentielle 2018 au Cameroun sous le parti MRC, le mouvement pour la renaissance au Cameroun dont vous êtes le président national. Entretien donc co-présenté avec Mohamed Bachir Ladane. Bienvenue Bachir. Bonjour Manon, bonjour Président. Bonjour. Alors Président, sans perdre de temps, nous allons commencer comme il se doit en tenant compte de la ligne éditoriale de la maison. La Guinée équatoriale qui est un pays très proche et vous également. On vous a vu ces dernières années, depuis 2016 et déjà, aux côtés de ce pays dans les affaires dites de biens mal acquis. Et cette affaire qui oppose bien sûr le pays à la France. Alors, quelle est l'interprétation que vous faites de cette affaire? D'abord, juste une petite précision tout à l'heure. Oui. On a rappelé ou indiqué que j'étais président de la Commission du droit international. J'ai en effet été président de la Commission du droit international. Je le suis des Nations Unies. Voilà, merci je beaucoup. ne suis plus présentement. D'accord. Voilà, pour le reste, s'agissant de la question que vous posez, elle est importante. Elle concerne une affaire qui oppose deux nations souveraines, il faut le rappeler. Et la partie qui se déroule devant la Cour internationale de justice porte plus exactement l'intitulé « L'affaire des immunités et des procédures pénales ». Donc ce n'est pas l'affaire des biens mal acquis, mais l'affaire des immunités et des procédures pénales. Bien entendu, certains aspects de cette affaire concernent les procédures pénales engagées en France contre des autorités de rang élevé de l'État de Guinée équatoriale. Toute nation est souveraine et sa justice est libre de rendre les décisions qu'elle veut conformément à sa législation nationale. Mais elle doit aussi, cette justice nationale, se conformer aux règles du droit international. Il y a donc un désaccord entre les deux pays, entre la France d'une part et la Guinée équatoriale d'autre part, sur le respect ou le non-respect par les juridictions françaises du droit international dans les procédures engagées contre donc cette personnalité équato-guinéenne en France. Oui. Le contentieux porte là-dessus et la Guinée équatoriale a saisi la Cour internationale de justice de La Haye pour connaître de ce différend. Vous comprendrez aisément que, étant avocat et conseil de la République de Guinée équatoriale, pour des raisons déontologiques, il ne me soit pas permis de porter un jugement, une appréciation sur les décisions rendues par les tribunaux français, puisque le différend devant la Cour porte précisément sur cette question. D'accord. Mais tout le monde, on va quand même rester dans la même logique, Président. Beaucoup d'analystes s'accordent quand même à dire qu'aujourd'hui, on devrait plutôt parler de biens mal acquis. C'est vrai que vous avez donné une certaine précision sur l'intitulé, mais puisqu'on a l'habitude de dire biens mal acquis, ils disent qu'on devrait plutôt parler de biens mal acquis des Occidentaux en Afrique déjà. Est-ce que vous partagez cette thèse? Est-ce qu'on peut parler de biens mal acquis des Occidentaux en Afrique? C'est une idée, je trouve, très, très intéressante. Mais je me garderai de globaliser, de généraliser. Évidemment, je crois que nous tous, nous pouvons constater que certains opérateurs économiques, agents économiques des pays étrangers, pas seulement d'ailleurs occidentaux, mais en l'occurrence occidentaux, ne sont pas exempts de tout reproche dans leur pratique des affaires en Afrique. Et dans un livre que j'ai écrit sur le droit international de la gouvernance, j'ai recensé un certain nombre de cas, précisément par exemple d'actes de corruption impliquant des entreprises occidentales en Afrique, que ce soit au Nigeria, au Zimbabwe, en Zambie ou dans d'autres pays africains. L'actualité nous montre d'ailleurs qu'il y a d'autres cas. Donc, effectivement, on pourrait parler de bien mal acquis par certains agents économiques occidentaux en Afrique, à l'évidence, oui.
Alors, Président, puisqu'on parle donc de Guinée équatoriale et qui a saisi, il faut le dire, la Cour internationale de justice, c'est à La Haye, mais de plus en plus d'Africains se méfient de tout ce qui est justice internationale, notamment en ce qui concerne La Haye. On sait que le cas de la Cour pénale internationale a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, Président, est-ce que vous partagez l'avis de ces Africains qui pensent que cette Cour ne sert que les grandes puissances? D'abord, il y a plusieurs cours à La Haye. Oui. Et souvent, quand on parle de la Cour de La Haye, on fait allusion directement à la CPI. C'est ça, non, on parle comme s'il s'agissait d'une seule et même chose. Tout à fait. Les États africains ont une grande confiance dans la Cour internationale de justice. Oui. Et si je parle simplement, par exemple, des années 2000, et il vous souviendra que c'est cette Cour qui a tranché le litige qui a opposé, par exemple, le Cameroun à son voisin, le Nigeria. Voilà. Oui. Et que depuis lors, plusieurs pays africains ont porté des affaires devant la Cour. En dehors de la Guinée équatoriale, il y a eu l'affaire entre le Niger et le Bénin, entre le Niger et le Burkina Faso, entre la Somalie et le Kenya. Et donc, il y a un ensemble de procédures impliquant les États africains et qui montrent à l'évidence que les États africains ont plutôt une grande confiance dans la Cour internationale de justice. Mais à côté de cela, je suis d'accord avec vous, il y a la Cour pénale internationale, qui est une cour tout à fait différente. Parce que la Cour internationale de justice juge les affaires opposant les États, alors que la Cour pénale internationale juge les affaires impliquant les individus. Et par rapport à la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, les pays africains ont montré des réserves et une réticence que l'on peut comprendre. Que l'on peut comprendre. Tout part d'abord de ce qu'ils ont eu l'impression finalement qu'il y a eu un marché de dupes. Tenez, par exemple, la plupart des puissances du monde n'ont pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, il n'y en a que 2 qui ont ratifié. Et les autres grandes nations, comme l'Inde, comme que l'on soit grande nation par sa taille, par sa puissance économique ou militaire, comme Israël, comme l'Arabie Saoudite, et bien d'autres n'ont pas ratifié. Tout à fait. Et donc, c'est quand même interpellant. Parce que les Africains, ils sont allés de bonne foi. Je dois vous rappeler que j'ai été moi-même le conseiller juridique de la délégation du Cameroun aux négociations de Rome qui ont abouti justement à l'adoption du statut de la Cour pénale internationale. C'est le 17 juillet 1998 qu'on adopte le statut. J'ai été membre du comité de rédaction désigné par l'ensemble des États africains pour les représenter au comité de rédaction. Même si à la fin le Cameroun ne l'a pas ratifié. Le Cameroun ne l'a pas ratifié. Et donc les pays africains étaient très enthousiastes parce qu'ils se disaient enfin une justice qui va juger également tout le monde. Les puissants d'où qu'ils viennent. Et on se rend compte que finalement, très peu d'États puissants dans le monde ont ratifié. Ça, c'est déjà le premier problème. Mais le deuxième problème plus important, me semble-t-il, c'est la manière dont le bureau du procureur a géré certains dossiers. Et a commencé par l'affaire du président du Soudan. Et j'ai toujours dit, et y compris dans mes écrits, que le fait que le Conseil de sécurité n'ait pas du tout répondu à la demande de l'Union africaine d'appliquer l'article 16 qui lui permet de suspendre les poursuites pendant 12 mois, pendant 1 an, contre un dirigeant, parce que l'Union africaine avait engagé une procédure de médiation et voulait régler le problème du Darfour. Et là on parle du Soudan de El-Béchir. Voilà, de El-Béchir. Et voulait régler donc le problème de cette façon. Et le Conseil de sécurité, je rappelle que c'est le Conseil de sécurité qui a déféré l'affaire de Al-Bashir devant la Cour pénale internationale, puisque le Soudan n'est même pas parti au statut de la Cour. Et donc, le Conseil de sécurité a refusé d'appliquer l'article 16, on ne sait pas très bien pourquoi, et donc les Africains se sont sentis réellement frustrés. Et troisième raison pour laquelle les pays africains ont des réticences vis-à-vis de la Cour pénale, c'est qu'ils ont l'impression que c'est finalement une Cour africaine. Parce qu'on a beau dire, oui, c'est vrai, ce sont les États africains, il faut le dire aussi, certains États africains ou gouvernements africains qui, pour régler des problèmes avec leurs opposants ou leurs oppositions, les envoient devant la Cour. Mais il reste quand même qu'il y a un certain nombre d'affaires qui ont été déférées devant la Cour par le Conseil de sécurité. Et pourquoi est-ce que des activités de type criminel prévues par le statut de la Cour, qui se produisent dans d'autres régions du monde, n'ont jamais été déférés devant la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité. Et c'est ça, justement, c'est l'ensemble de ces faits mis ensemble
qui a amené les États africains à se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la Cour pénale internationale? Est-ce que vous donnerez donc raison à certains pays comme le Burundi, par exemple, qui a décidé de sortir, pourquoi pas, de la Cour pénale internationale? Est-ce que vous donnez raison à ces pays? Je vais vous dire, moi je ne crois pas que la solution soit la sortie du statut. Oui. Parce que les États africains sont suffisamment nombreux pour influencer le cours de la justice pénale internationale dans le cadre de la CPI, de la Cour pénale internationale. Il y a quelques années, je crois qu'il y avait à peu près 35 États africains qui avaient ratifié. Tout à fait. Songez que nous sommes 54 sur le continent. Et que si vous ajoutez 54 États avec quelques autres États, notamment de l'Amérique du Sud, ils ont la majorité, ils ont une large majorité. Donc on peut réellement influencer significativement les modifications nécessaires pour améliorer cet instrument qui est quand même une bonne juridiction. Je veux d'ailleurs faire remarquer au passage que vous savez que la Cour prévoit un crime particulier qui est le crime d'agression. Et je me souviens qu'à Rome, les pays africains et les pays du tiers-monde de façon générale s'étaient battus vraiment, j'allais dire, de manière énergique pour obtenir finalement qu'on introduise ce crime. Et pourquoi ce crime est-il si important? Parce que les Africains se disaient, après tout, ce sont les puissants qui agressent. Donc pour une fois, nous allons avoir un crime que nous pouvons utiliser contre eux. Et justement, les pays occidentaux avaient freiné pour que ce ne soit pas introduit. Et c'est au bout de tractations, dont je vous passe le détail ici, qu'on avait introduit. Mais pour ne pas que ce crime puisse être applicable tout de suite, on n'avait pas défini. C'est donc à Kampala, en 2010, lorsqu'il y a eu la conférence des États partis, que l'on a maintenant défini le crime d'agression qui, normalement, doit être entré en vigueur depuis 2017. Et ça, grâce aussi, justement, à l'énergie des pays africains qui ont dit, ça suffit maintenant, il faut définir parce que c'est un crime qui est important. C'est en fait la mère des crimes. C'est parce que vous déclenchez une guerre qui a en plus... Donc, finalement, les États africains peuvent effectivement apporter une contribution à l'amélioration des choses. Alors, Président, on va parler un peu d'économie. Et quand on parle d'économie, la première des choses qui nous vient en tête, c'est une question monétaire. Nous avons tendance, dans la plupart de nos émissions, de parler de la question du franc CFA. Peut-on s'attendre avec le président Maurice Kamto à la magistrature suprême, même si on va parler de votre candidature tout à l'heure, est-ce qu'on peut s'attendre à voir les Africains, comment dire, pour ceux qui rêvent de voir disparaître le franc CFA, est-ce qu'avec Maurice Kamto c'est possible? Je vais être direct et clair parce que quelquefois j'ai eu l'impression qu'on ne m'entend pas très bien quand je parle du franc CFA. Il faut sortir du franc CFA. Je crois que je suis clair là-dessus. Très clair. Ça, c'est la décision politique. Mais ce que j'ajoute toujours, et c'est ce que l'on retient, c'est que je dis, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour que la sortie ne soit pas catastrophique pour nos économies. Et j'explique pourquoi. Il y a une partie qui nécessite le travail des experts. Par exemple, à l'heure actuelle, le franc CFA réunit 14 pays en Afrique. Plus la France, ça fait 15, mais les pays africains sont 14. Si nous enlevons les Comores parce qu'ils sont loin, et nous limitons à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale, c'est 13 États. Et une des réponses que nous attendons des experts, c'est de savoir s'il faut sortir et avoir une monnaie à nous pour les 16 États. Ou s'il faut avoir une monnaie à nous pour les 6 États de l'Afrique centrale, ou s'il faut avoir une monnaie nationale camerounaise. Vous voyez qu'il y a 3 scénarios possibles. Donc je dis toujours, lorsqu'on fait le débat sur le franc CFA, il ne faut pas occulter l'aspect qui relève de l'expertise. Donc la décision politique doit être prise. Ensuite, il faut que les experts fassent le travail pour que nous réussissions la sortie. Deuxième aspect sur le plan technique, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut faire pour réussir. Pourquoi? Parce que dès lors que vous annoncez, même sans avoir encore acté la décision de sortir d'une monnaie, donc de créer une nouvelle monnaie, il y a ce qu'on appelle les incertitudes économiques. L'agent économique n'aime pas les incertitudes. Et quand il y a les incertitudes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que les économistes appellent les anticipations rationnelles. Et donc, l'agent économique va anticiper parce qu'il dit, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, donc mieux vaut que j'ai une position de repli. S'il a son argent, il voudrait prendre et garder ailleurs pour attendre de voir ce que vous allez faire. Certains vont même être tentés de spéculer sur votre monnaie. Donc, vous ne pouvez pas sortir d'une monnaie lorsque l'économie ne se porte pas bien. Il faut que l'économie soit solide parce que la monnaie est un bien vide. C'est l'économie qui lui donne de la valeur. Donc, il faut faire des réformes économiques
pour que la sortie soit une sortie réussie et que ça ne pénalise pas la ménagère. Parce que s'il y a une monnaie, si nous sommes demain avec une monnaie où il faut peut-être 1 million de francs pour aller acheter une baguette de pain, c'est comme on a vu quelquefois, cette monnaie-là ne vaut rien. Oui. Donc nous devons avoir une monnaie et nous savons, je ne dis pas que les Africains ne savent pas le faire. Oui. Des pays comme le Ghana, pour ne pas prendre le Nigeria qui est un grand pays, gèrent très bien leur monnaie. Et avec tous les avantages qu'ils en tirent. Donc, parce que avoir sa monnaie vous donne la souveraineté monétaire, mais également sur le plan économique vous donne des marges de manœuvre, parce que la monnaie est un instrument de politique économique. Oui. Donc il est important que l'on comprenne cela. Ça n'est pas être contre quelqu'un, c'est simplement chercher à développer nos pays. C'est légitime, c'est normal. Je crois que nos téléspectateurs ont bien compris la position du président, parce qu'il est souvent mal compris. Avoir l'avis du président en ce qui concerne, justement, toujours en parlant du franc CFA, les pays de l'Afrique de l'Ouest qui veulent donc avoir leur propre monnaie, est-ce que économiquement, ils sont prêts justement à avoir cette monnaie? On sait quand même que le Nigeria a demandé à ce que ces pays-là se désengagent déjà d'abord du trésor français. C'est ça. Oui. Oui, tout à fait. Il me semble que dès lors qu'ils se fixent pour objectif d'avoir une monnaie commune pour la région, ils vont engager une période au cours de laquelle ils vont faire des réformes pour qu'il y ait des convergences économiques, convergence des politiques économiques. Parce que si vous avez beaucoup de disparités économiques entre les pays, il va y avoir des déséquilibres. Vous allez avoir une monnaie avec une parité déterminée et ce pays-là ne pourra pas supporter parce que son économie ne soutient pas. Donc, moi, je suis convaincu que si les pays de la CEDEAO décident, comme ça a été annoncé, d'aller vers une monnaie, ils vont engager les réformes économiques nécessaires. L'avantage dans le cas de la CEDEAO, c'est qu'ils sont beaucoup plus intégrés qu'en Afrique centrale. Ils ont déjà beaucoup de convergence dans beaucoup de domaines. Et je n'ai pas de doute que si c'est vraiment leur décision, ils vont y arriver. Alors, Président, toujours économie. Que pensez-vous des APE, accords de partenariat économique? Là aussi, j'ai toujours été on ne peut plus clair. Ce sont de mauvais accords. Et je voudrais expliquer. Oui. Lorsque vous dites que vous allez à une compétition économique et vous dites pour que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions, il faut abaisser les barrières douanières le plus possible. Parce que je peux exporter dans votre pays et vous pouvez exporter aussi librement dans mon pays. Cela n'est pertinent économiquement que si chacun a quelque chose à exporter chez l'autre. Le vrai problème, c'est que la plupart des économies africaines ne sont pas encore en capacité de supporter la concurrence internationale parce que leur capacité d'exportation est faible, notamment de produits industriels. Je voudrais souligner ici que lorsque tout le monde admire le miracle chinois pendant 30 ans, après la mort de Mao et la disparition de ce qu'on appelait la bande des quatre, quand Deng Xiaoping a repris les rênes, il a engagé les réformes économiques en créant 6 zones de développement économique spéciales, notamment d'ailleurs en face de Hong Kong, en face de Macao, en face de Taïwan, pour capter la technologie et les flux financiers. Personne ne savait ce qui se passait en Chine. Les barrières douanières étaient là. Mais ils musclaient leur économie, ils établissaient leur industrie. Quand ils ont été prêts, 30 ans plus tard, ils ont ouvert et tout le monde s'est rendu compte que la Chine est une puissance économique, c'est l'atelier du monde. En Afrique, nous sommes en train de faire exactement l'inverse. Nous ouvrons les marchés avant d'avoir bâti un tissu industriel local, national. Et c'est ce que je critique dans les APE. Je dis ça n'est pas bon, même pour les Européens, de nous mettre dans une telle situation, parce que ça va, en fragilisant nos propres économies, amener les jeunes Africains à migrer de plus en plus vers l'Europe. Il faut donner la capacité de développement endogène aux pays africains, et justement, certains malheurs que nous observons aujourd'hui peuvent être finalement, évités. le Cameroun n'a pas eu raison de signer les APE. Je pense d'abord que c'était un accord régional ou sous-régional qu'il fallait signer. Donc le fait déjà que le Cameroun se soit singularisé est en soi un problème. Parce que nous devrions avoir une démarche collective sous-régionale. Donc je pense qu'il y a là un problème. Il y a des explications qu'on a données parce qu'on estimait qu'il y avait certains produits camerounais qu'il fallait préserver et garantir l'entrée sur le marché européen. Je veux bien, je respecte cet argument, mais sauf que si, parce que j'ai entendu, n'est-ce pas, entre autres arguments, c'était l'aluminium. Mais ce n'est pas les APE qui déterminent les cours de l'aluminium, je regrette.
c'est l'état de l'économie mondiale. C'est-à-dire que pour importer davantage d'aluminium, la Chine n'a pas besoin de signer les APE avec le Cameroun. Si l'économie chinoise se porte bien, la Chine importe davantage d'aluminium. Vous comprenez? Et donc, APE ou pas APE, les marchés, en réalité, les marchés de l'aluminium ne vont pas être conditionnés par l'APE. Sinon, alors, on pourrait considérer que l'aluminium africain ou camerounais ne pourrait aller nulle part ailleurs qu'en Europe, ce qui est faux. Deuxièmement, si c'est pour la banane camerounaise, comme j'ai entendu à un moment donné, j'ai dit oui, c'est vrai, ça protège la banane et peut-être quelques emplois. Sauf qu'il faut que nous soyons conscients que le Cameroun produit globalement 300 000 tonnes de bananes. Un pays comme l'Équateur seul produit 4 millions de tonnes. Donc même si vous avez des facilités d'accès sur le marché européen, eux, ils ont les mêmes facilités puisque à cause des accords de l'OMC, on ne peut pas leur mettre des barrières plus élevées. Donc, votre banane peut-elle concurrencer? Donc, je crois qu'il faut savoir mettre les choses en balance et savoir ce que l'on met en priorité. Je crois que, à vrai dire, si on ne peut pas signer les APE pour exporter à Château-Rouge quelques bâtons de manioc, il faut muscler l'industrie camerounaise, muscler l'industrie africaine, se donner le temps de préparer justement nos entreprises à affronter la compétition internationale et on peut signer ces accords. Voilà, on va quand même sortir de la partie économique, mais avec cette toute autre petite question, Président, que pensez-vous également des privatisations que subissent aujourd'hui les pays africains? Bon, les privatisations ne sont pas mauvaises en soi. Oui. Premièrement, il faut savoir ce qu'on privatise, à quelles conditions on privatise. Il faut savoir ce qu'on privatise. Il y a dans tous les pays du monde des entreprises dites du secteur stratégique que vous ne privatisez pas. Vous pouvez, le cas échéant, si vous voulez améliorer les performances de cette entreprise, trouver un partenaire stratégique. Par exemple, une entreprise peut avoir besoin de technologies nouvelles qu'elle n'a pas elle-même. Elle va ouvrir son capital à un partenaire stratégique pour avoir justement cette technologie qui va lui permettre de rester à flot parce que c'est une entreprise stratégique qui doit être contrôlée. Que l'on ne trompe pas les Africains, il n'y a pas, même les pays les plus capitalistes, qui accepteraient que l'on privatise certaines entreprises du secteur stratégique. Et même lorsque, dans des pays, un pays comme les États-Unis, il y a des entreprises privées, mais dès lors qu'elles sont considérées comme étant du secteur stratégique, le gouvernement américain n'acceptera jamais que cette entreprise soit vendue à l'étranger. Donc il faut que nous soyons conscients de cela. La deuxième chose, c'est quelles sont les conditions dans lesquelles vous organisez la privatisation. Il y a un cahier de charge. Vous devez dire, je privatise, mais vous devez remplir telle condition dans le cahier de charge. Améliorer, par exemple, la performance de l'entreprise, etc., etc. Et aller jusqu'à l'échange comment dire, la technologie, comme on dit. Tout à fait. Oui. Mais est-ce que c'est le cas dans la plupart de nos entreprises? Et c'est ça le véritable problème. Lorsque nous faisons un bref retour en arrière, parce que les privatisations, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, ont eu lieu autour des années 1990. Oui. Si nous faisons un retour en arrière, est-ce que nous pouvons dire que les entreprises du secteur privatisé ont gagné en performance, ont enrichi le pays en termes technologiques? J'en doute. Voilà. Alors, nous restons dans une certaine mesure dans l'économie et on voit cela à l'international. Aujourd'hui, il y a une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est l'affaire Vincent Bolloré. Oui. Comment est-ce que vous commentez cela? Puisque Bolloré, il est accusé de corruption dans la concession de plusieurs ports sur le continent africain, notamment celui de Conakry et de Lomé. Oui. Je dois dire que je n'ai pas les éléments concrets du fond du dossier. J'en sais ce que la presse nous dit. Oui. Mais vous comprendrez que, étant juriste, moi je ne me prononce pas sur les dossiers quand je n'ai pas les éléments de fond. L'affaire est pendante devant les tribunaux français. Il a même été mis en examen, ce qui en France est déjà disons, un acte de procédure extrêmement important. Parce que pour qu'on vous mette en examen, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui montrent que vous êtes impliqué dans ce que l'on vous reproche. Donc, je laisse à la justice française de faire la lumière là-dessus. Je pense qu'il est tout à fait de bon ton que une justice qui, par ailleurs, s'est montrée soucieuse donc, de lutter contre la corruption, comme on dit, commence à balayer justement devant la porte de son propre pays. Alors, donc, pendant que nous laissons la justice française faire son travail de son côté, comment vous appréciez donc les activités
du groupe Bolloré dans votre pays, le Cameroun? Je pense nous avons évoqué tout à l'heure quelque chose comme les privatisations. Oui. Oui. Moi, je parle toujours en m'appuyant sur les faits. Oui. Je n'ai pas l'impression que les Camerounais ont le sentiment qu'il y a eu des améliorations considérables, par exemple, dans le chemin de fer, à Cam Rai. Oui. Au contraire, nombreux sont mes compatriotes qui, justement, se plaignent de ce que si le rail camerounais avait été bien entretenu, on n'aurait pas eu la catastrophe des écarts. Oui. Je vous fais remarquer que lorsqu'on inaugure le Transcamerounais en 1974, le président Ahidjo l'inaugure et fait le voyage avec le président Pompidou à bord du Transcamerounais, n'est-ce pas, avec un service de première classe. Est-ce qu'on peut trouver encore cela aujourd'hui dans Cam Rai, de nombreuses années après? Donc voilà, il y a effectivement sur la base purement factuelle des insatisfactions qui sont exprimées par l'opinion et je me dois ici effectivement de les relayer. Alors, Président, on va peut-être continuer dans cette même lancée-là concernant toujours Bolloré, même si, bon, on comprend que vous avez certaines réserves, mais c'est une affaire également qui nous a fait penser à celle de Nicolas Sarkozy également, qui a été mis en examen concernant les financements du côté de la Libye. De toutes les façons, ce qu'on constate quand même, Président, c'est que les Africains sont sceptiques. Malgré les propos envers la justice française, les Africains sont sceptiques et pensent que voilà, ces deux procédures ne vont aller nulle part. Je vais vous dire, mon expérience de juriste ne m'amène pas à partager ce sentiment. Pourquoi? Oui. Premièrement, parce que rien n'obligeait la justice française à ouvrir des procédures contre ces personnes ou personnalités. Rien. D'ailleurs, si elles voulaient classer, elles auraient classé. Elles auraient pu faire semblant, examiner un peu et classer. Dès lors qu'on vous dit, ces personnalités sont mises en examen, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a l'intention quand même de fouiller et d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est la première indication. La deuxième, c'est que il me semble aussi que nous ne pouvons pas nous plaindre de ce que rien n'est fait et en même temps dire que nous sommes sceptiques et ne croyons en rien quand quelque chose est fait. Laissons la justice française aller jusqu'au bout. On va voir ce qui en sortira. Et parce que lorsqu'on aura une décision de justice, nous serons en mesure de lire cette décision et de voir justement comment le juge aura motivé sa décision éventuellement dans un sens ou dans un autre. C'est pour cela que ce n'est pas un refus de me prononcer sur ces cas. C'est simplement que ce sont des procédures pendantes. Moi-même, je suis très désireux de voir ce qui va sortir de ces procédures. Parce que c'est quand même effectivement deux personnalités qui interpellent les Africains. L'une dans le domaine des affaires et l'autre dans la conduite des affaires de son pays. Alors on va s'intéresser à une phrase à polémique que vous avez prononcée lors d'une tournée européenne, faisant donc entendre que Alassane Ouattara, le président ivoirien, était votre modèle. Et cela a suscité beaucoup de curiosité de la part, bien sûr, des Africains lorsqu'on sait quand même comment il a accédé au pouvoir. Excusez-moi de vous le dire de façon peut-être un peu brutale. C'est archi faux, parce que je n'ai jamais dit cela. J'étais en tournée en Europe, à Hambourg plus précisément. Et un intervenant dans la salle me dit, vous dites qu'il y a un endettement rapide et important au Cameroun. Mais quand même, ça n'est rien comparé à l'endettement de la Côte d'Ivoire qui est à 8 000 milliards. Et je leur dis, mais en attendant, la Côte d'Ivoire fait 9% du taux de croissance annuel. Premièrement. Et deuxièmement, j'ajoute, ce qui importe dans la dette, ce n'est pas la dette en elle-même, c'est ce qu'on fait de l'argent que l'on emprunte. Donc si vous empruntez de l'argent pour construire des infrastructures, et j'observe par exemple comparativement au Cameroun, que la Côte d'Ivoire, sortant d'une guerre, a lancé son 3e pont, c'est déjà construit. Nous en sommes à notre 2e qui n'est toujours pas achevé, qu'ils ont annoncé des autoroutes, c'est déjà construit, qu'ils ont annoncé le prolongement du chemin de fer jusqu'à, je crois, à Bamako ou au Burkina, c'est en cours d'être fait. C'est ce que j'ai dit. Jamais vous ne trouverez nulle part la référence au nom du chef d'État ivoirien. D'ailleurs, il n'est pas dans mes habitudes de parler des chefs d'État étrangers, en bien ou en mal, du reste. Ce n'est pas mon style. Alors parlons donc de votre candidature, pour mettre cela de côté. Et là, je m'adresse à l'homme politique. Comment est-ce que vous appréciez les relations entre le Cameroun et la France?
ce sont des relations chargées d'histoire, qu'il ne faut pas prendre en surface de manière aussi superficielle. D'abord, je dois rappeler que le Cameroun n'a jamais été juridiquement une colonie française. Mais que dans la manière dont la France a administré le Cameroun, elle l'a administré comme si c'était une colonie, souvent. Et ça a créé justement, ça a brouillé déjà les choses dès le départ. Mais je voudrais rappeler que le premier élément de l'histoire des relations entre le Cameroun et la France remonte aussi loin que les lendemains de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne perd la guerre. Il y a un condominium franco-britannique qui dirige le Cameroun et parmi les premiers actes que pose la France vis-à-vis du Cameroun, c'est de détacher des parties du Cameroun qu'elle avait concédées à l'Allemagne pour les rattacher aux pays voisins, au Tchad, en Centrafrique, au Gabon. Ça, c'est un élément historique qu'on ne relève pas souvent. Tout à fait. Et ensuite, lorsqu'éclate la Deuxième Guerre mondiale, alors que le Cameroun n'est pas une colonie française, le Cameroun est le premier pays en Afrique subsaharienne où on lève une armée pour aller combattre pour la France. Oui. Parce que le colonel Leclerc arrive à Douala au nom de la France libre, au nom du général de Gaulle pour lever cette armée. Il ne pouvait pas lever une armée en Afrique de l'Ouest parce que l'Afrique de l'Ouest était pétainiste, soutenait le gouvernement de Pétain. Ah, oui. Donc il ne pouvait pas trouver des gens, les administrateurs qui étaient là ne pouvaient pas lever des troupes pour l'armée française. C'est en Afrique centrale, partant du Congo, mais surtout du Cameroun où on lève les premières troupes, avec ensuite le Tchad, avec Félix Eboué qui était gouverneur de l'Afrique centrale. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important à souligner. Oui. Donc il y a, j'allais dire, un héritage, il a une dette. Alors les Camerounais sont tout à fait fondés à se dire, mais on a soutenu ce pays. Maintenant, d'après les accords de tutelle, cette nation amener rapidement le Cameroun à l'indépendance, ce qu'on a appelé l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pour cela que l'UPC étant créé en 1948 commence à formuler ses revendications. Nous voulons l'indépendance et d'ailleurs avec la réunification. La façon dont on a réprimé justement les nationalistes reste aussi un contentieux. Oui. Les victimes de cette période, ça reste un contentieux. Mais nous disons, puisque vous interrogez l'homme politique, nous disons il faut regarder cette histoire froidement, surtout avec l'esprit tourné vers l'avenir. Mais on ne peut pas mettre cette histoire entre parenthèses. Si on veut assainir les relations entre les deux pays, si on veut construire sur de nouvelles bases, il faut assumer cette part de notre histoire et l'assumer complètement. Oui. D'accord. Alors, on va poursuivre hein, toujours dans le cadre de votre candidature. Alors, en février 2018, dans votre discours à la jeunesse, vous aviez dit ceci, je vais citer, « Nous avons un idéal devant nous, le panafricanisme, mais j'ai à cet égard une approche pragmatique pour sa réalisation, sans entendre sa mise en œuvre au niveau continental, ce qui peut prendre encore un certain temps. Je vous invite à la réalisation sans tarder des États-Unis d'Afrique centrale, rêvés par Barthélemy Boganda de Centrafrique. Je vous appelle à lancer dès que possible le mouvement jeunesse fédéraliste d'Afrique centrale. » Alors, croyez-vous à un tel réveil au Cameroun alors que les Camerounais aujourd'hui n'arrivent pas, on va le dire comme ça, malheureusement, à réconcilier sa propre histoire. Les sépultures d'une grande partie d'héros nationaux sont encore à l'étranger. Tout à fait. C'est un sujet extrêmement important que celui que vous venez d'évoquer. Je suis profondément convaincu que nos pays ne pourront pas atteindre des paliers plus élevés s'ils ne se mettent pas ensemble. Oui. Et je crois profondément à ce que je dis, c'est-à-dire je crois en la possibilité d'un État fédéral au moins en Afrique centrale. D'abord parce que ce sont les mêmes peuples. Oui. Ensuite, parce que nous sommes des nations jeunes. 60 ans, c'est rien dans l'histoire des nations. Donc nous pouvons très rapidement dépasser les nationalismes et construire une nouvelle nation, une nouvelle
ère de solidarité qui dépasse les nations actuelles. Pourquoi je lance l'appel à la jeunesse? Parce que oui. c'est elle, en réalité. Les générations comme la mienne, si nous sommes très chanceux, on pourra esquisser l'architecture institutionnelle de cela. Mais ceux qui vont constituer le socle, faire la fondation, c'est la jeunesse. Et ensuite, la jeunesse, parce que c'est son avenir qui est en jeu à travers cela. Le cloisonnement actuel en Afrique centrale est ridicule. Parce que regardez, imaginez un seul instant que l'ensemble de l'Afrique centrale forme un État fédéral. C'est un État de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Oui. Avec plus de presque 100 millions d'habitants. On approche des 100 millions d'habitants. Avec le potentiel économique que nous avons. Les ressources, chacun des pays de l'Afrique centrale est bondé de ressources. Mais quel est le pays africain qui ne voudrait pas que ce nouvel État soit par exemple le porte-parole de l'Afrique dans le Conseil des Nations? Regardez par exemple, lorsque on débat d'un siège pour le Conseil de sécurité en Afrique, on pense à quoi? On pense à l'Afrique du Sud, on pense au Nigeria, on pense à l'Égypte et on pense à l'Algérie. Point final. Tout à fait. Parce qu'en dehors d'eux, aucune autre nation africaine n'a de taille critique. Nous ne sommes que des nains. Si vous voulez donc devenir une puissance, donnez-vous justement la taille critique qu'il faut. Et je pense réellement que la jeunesse africaine sera l'acteur majeur de la constitution des États-Unis d'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que l'arrangement au sommet, on a vu avec l'intégration en Afrique centrale, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les peuples ne se sentent pas concernés. Si vous dites à un Camerounais, à un ressortissant d'un autre pays qu'ils sont en réalité liés par quelque chose qu'on appelle la CEMA, qui va dire de quoi s'agit-il? Mais maintenant, si la jeunesse, notre jeunesse prend ça en main, vous avez vu qu'elle est dynamique, vous avez vu comment elle pousse par exemple sur justement cette question de monnaie, sur cette question des APE. Imaginez qu'elle épouse cette cause. Sur une génération, vous allez voir le changement. Mais en même temps, Président, est-ce que vous ne voyez pas, peut-être je peux être dur dans mes mots, est-ce que ce ne serait pas une fuite en avant des leaders que de laisser cette responsabilité à la jeunesse alors qu'on sait que c'est quelque chose qui relève du politique? J'aime votre question. Pourquoi? Parce que c'est pas brutal. Parce que en réalité, ça me permet d'expliciter une chose. C'est une action à double niveau. C'est-à-dire la jeunesse prend pour que le projet s'enracine dans la jeunesse, mais sur le plan gouvernemental. Les dirigeants, moi si je suis président du Cameroun demain, c'est un de mes chantiers prioritaires. J'irai vers les autres États de l'Afrique centrale pour dire il est temps qu'on arrête de faire des bêtises, parce que ce que nous faisons c'est ridicule. Pour constituer des États-Unis d'Afrique centrale, je l'annonce ici, si les gens n'ont pas suffisamment compris ce que je dis. Donc c'est pas une affaire de on abandonne à la jeunesse, c'est que la jeunesse porte l'affaire, n'est-ce pas, à partir de la base. Mais au sommet, les dirigeants justement doivent construire le cadre institutionnel et politique pour que cela repose justement sur un socle qui est ferme, qui est solide, parce que la cause est épousée par la jeunesse. Il faudra donc impliquer la jeunesse. Alors, Président, tout à l'heure, vous avez tantôt parlé, fait allusion justement au fédéralisme, et aujourd'hui, c'est entre autres dans des discussions, ou alors cela se retrouve dans ce problème, ce fameux problème, ou alors cette fameuse crise qu'on a nommée aujourd'hui la crise anglophone du côté du Cameroun. Alors vous, Président Maurice Kamto du Cameroun, en tant que président du Cameroun, quelles solutions vous aurez proposées, ou alors est-ce que vous allez proposer aux Camerounais justement pour résoudre cette crise? Alors, président du Cameroun, la première chose que je ferai, je me rendrai dans les régions anglophones. Personnellement, c'est la première chose. Pour tenir un discours de désescalade, de paix. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut rassurer nos compatriotes anglophones sur ce qu'ils sont des Camerounais à part entière. Et non pas des Camerounais à part, premièrement. Deuxièmement, qu'on partage leurs douleurs, les souffrances qu'ils ont endurées, nos compatriotes de ces deux régions, ces 2 dernières années. Et qui ne se justifiaient pas, parce qu'on n'avait pas besoin justement de laisser la crise prendre les proportions qu'elle a aujourd'hui. Donc je vais essuyer les larmes de mes compatriotes anglophones. Une fois que j'aurai fini cette étape, je vais mettre en place le cadre du dialogue national. Ce que j'ai toujours dit, et j'assume complètement, c'est que personnellement, je ne serai jamais partisan de la partition du Cameroun. Donc, pour moi, la sécession n'est pas une option. Mais en dehors de cela,
toutes les autres options doivent être sur la table du dialogue. Et j'ai toujours dit aussi que personnellement, j'étais favorable à une large décentralisation de l'ensemble des régions du Cameroun, mais avec un statut particulier pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour prendre en compte leurs spécificités historiques et la particularité culturelle qu'elles revendiquent ces deux régions par rapport justement à leur héritage historique. Et si on tient en compte la spécificité et qu'on en fait des régions un peu, comment dire, spécifiques, pour me reprendre, est-ce que ça ne fait pas en même temps de ces Camerounais, des Camerounais à part? Absolument pas, parce que vous devez toujours intégrer la complexité de la construction d'une nation dans l'architecture institutionnelle que vous mettez en place. Si vous voulez uniformiser quelque chose qui est divers, vous allez échouer. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que nous voulons mettre à l'ensemble des Camerounais la camisole de force du jacobinisme, en disant nous sommes une nation une et indivisible. Oui, mais nous sommes une nation une et indivisible, je partage cela seulement avec des trajectoires historiques. C'est pas nous les francophones qui avons demandé, c'est pas les anglophones qui ont demandé que notre histoire soit ce qu'elle est. Ils ont hérité, à partir de 1916, des relations avec la Grande-Bretagne qui ont façonné leur culture. Et moi je ne crois pas. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas de les singulariser dans tous les domaines. Il s'agit de dire sur des questions où il y a des spécificités. Prenons un exemple très simple. Prenons l'éducation. Ils disent qu'ils veulent un système éducatif qui préserve justement l'héritage qu'ils tiennent de la Grande-Bretagne. Et notamment, l'accent doit être mis sur l'anglais. Pourquoi est-ce que ça devrait poser un problème au reste des Camerounais? Je me souviens que même le président actuel du Cameroun, le président Biya, lorsqu'il créait l'université de Buea, Buea dit qu'il créait une université de type anglo-saxon. Cela veut dire que lui-même, il réalisait qu'effectivement, il y avait une particularité dans cette région. Donc, on prend acte simplement d'une réalité, on n'en fait pas des Camerounais à part. De la même façon, par exemple, le système judiciaire, aujourd'hui, ils disent que nous sommes habitués à la common law. Oui. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que vous voulez uniformiser partout? Il y a des domaines où ils n'ont jamais posé de problème. Prenons par exemple, ils n'ont jamais fait de problème du fait qu'il existe un seul code pénal au Cameroun. Il n'y a pas de problème. Les anglophones n'ont jamais contesté cela. Mais en même temps, mais quand il s'agit, si vous permettez, quand il s'agit par exemple du droit de la famille ou du droit, du droit des affaires, ils disent que nous avons des particularités liées à la communauté. Donc on peut prendre cela en considération sans que cela ne soit un drame pour le pays. Alors, en même temps, est-ce que le fait de se revendiquer francophone ou anglophone ne réduit pas à néant notre camerounéité? Nous sommes quand même africains avant d'être francophones ou anglophones. C'est l'héritage de la colonisation, si on peut le dire ainsi. Je suis d'accord avec vous. J'ai dit quelque part, nous voilà réduits à nous battre entre nous pour des langues étrangères. Oui. Mais que nous l'aimions ou pas, c'est une affaire des populations qui ont un ressenti et que nous ne pouvons pas balayer simplement au nom de la logique. Si ça tenait qu'à moi, effectivement, il n'y aurait pas ce distinguo. Mais c'est l'histoire qui l'a forgé. C'est pour cela que je suis de ceux, d'ailleurs, quand on fait ce débat-là, qui dit, mais ne faisons pas comme si le Cameroun commençait en 1916. On oublie que le Cameroun commence en 1884 au moins. Et donc, il y a une période allemande qui va de 1984 à 1916, où on parlait d'un seul Cameroun. Tout à fait. Et justement, ceux qui sont porteurs de revendications sécessionnistes, souvent ne le disent pas. Ils font comme si le Cameroun avait commencé en 1916 où il y avait deux entités et qui en 1961 se sont mises ensemble. Non, il y avait un seul pays qu'on appelait le Cameroun. Maintenant, l'histoire a fait ce qu'elle a fait. Et nous devons construire avec cela. Moi, je dis, une nation est une invention de chaque jour. Et donc, vous réinventez la nation avec ses particularités. Vous prenez un pays qui a 1000 ans d'histoire. Nous aimons parler dans les pays francophones de la France. Mais ils ont sur les bras le problème corse. Tout à fait. Pourtant, les Corses sont intégrés à la France depuis quelques siècles déjà. Aujourd'hui, vous avez d'ailleurs des particularismes régionaux qui se font jour. En Bretagne, par exemple en Occitanie, si vous allez à Pau, donc ils veulent parler des langues. Donc,
Une nation, c'est une invention de chaque jour. Les gens disent qu'ils sont très attachés à la culture anglophone. Prenons acte de cela. Peut-être demain, dans 50 ans, ce sera plus, disons, ce sera plus un sujet de préoccupation, mais pour l'instant, ils sont attachés à cela. Président, si vous me permettez, peut-être pour sortir, on va rester sur ce pan-là, toujours concernant cette crise anglophone. Vous avez parlé tout à l'heure de revendications de la population. Si vous, Maurice Kamto, vous êtes élu président, vous aurez sur le terrain essuyer les larmes de ces populations-là. Mais aujourd'hui, président, est-ce que vous pensez que les événements d'aujourd'hui ont encore un lien avec les revendications originelles, c'est-à-dire on sait que tout part des avocats et des enseignants qui expriment leur mécontentement. Ce qui se passe actuellement dans cette zone-là, en rappelant que beaucoup parlent de manipulation extérieure. Est-ce que vous partagez cette thèse? On ne peut rien exclure. Mais ce que je note, c'est que lorsque nous faisons, si vous voulez, la chronologie de la crise anglophone, on voit que l'escalade est arrivée progressivement. Et je pense que dans toute crise, il faut éviter justement de créer les conditions de l'escalade. Parce qu'après, ce qui se manifestait au départ peut se transformer en autre chose. Remarquez par exemple que lorsqu'il y a des manifestations, même syndicales, dans les pays développés, si vous n'y prenez garde, ça se transforme en autre chose. Parce que tous les mécontentements, à un moment donné, convergent. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce n'était que la question des enseignants anglophones et des avocats. Le fait de n'y avoir pas donné une réponse rapide et immédiate a fait que la crise se complique. Et vous avez vu que dans un premier temps, ce sont quelques étudiantes qu'on est allé chercher dans leur résidence ou ce qui en tient lieu pour les rouler dans la fange. Est-ce qu'on avait besoin de cela? Première escalade. Ensuite, première victime, on a tiré sur les gens. Ensuite, dès lors qu'on a brûlé le drapeau, l'escalade a pris d'autres proportions. Et c'est à ce moment-là, peut-être qu'ils étaient tapis dans l'ombre, je n'en sais strictement rien. C'est à ce moment-là que les sécessionnistes apparaissent et récupèrent justement, et peuvent récupérer sur la colère d'une partie de la population qui n'avait rien à voir avec eux. Je vous fais remarquer que tous les 1er octobre de chaque année au Cameroun, il y avait toujours un petit mouvement comme ça, et ça sans problème. Donc si ça a pris ces proportions, à partir de 2007-2017, nous devons nous poser des questions. Donc, je suis de ceux qui pensent que nous n'avons pas bien géré la crise et qu'on aurait pu éviter justement la situation actuelle. Sans évidemment écarter la thèse de la manipulation. Ça, personne... il faudrait être au cœur de ça pour dire qu'il n'y a pas de manipulation. Comme ce n'est pas mon cas, je ne peux pas savoir. Alors, restons toujours et parlons du candidat Maurice Kamto. Et les téléspectateurs qui vont d'ailleurs nous découvrir, et ceux qui nous suivent sur la toile en ce moment nous écrivent, et je vais vous lire la question des téléspectateurs. Il dit, parlant de votre candidature, elle traîne malheureusement derrière elle un conflit ethnique au Cameroun. Aujourd'hui, quand on dit Maurice Kamto, on voit d'un côté les peuples de l'Ouest en opposition avec les populations du centre, ce qui ne renvoie pas, vous convenez avec lui, dit-il, une bonne image non seulement du Cameroun, mais de vous en tant que candidat. Alors il dit, on a peur de tomber dans le piège du tribalisme. Eh bien, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela et comment comptez-vous mettre fin à cette situation? Bon, premièrement, je trouve que l'adverbe malheureusement n'est pas bienvenu. D'accord. Parce que personne ne choisit de naître là où il est né. Parce qu'on dit ma candidature traîne malheureusement. Exactement, c'est ce qui est écrit. Je n'ai pas à être malheureux d'être né quelque part. Parce que chacun de nous est né quelque part. Exactement. Et personne de nous n'a choisi de naître là où il est né. Donc ça, il faut partir de ce constat. Deuxièmement, on a dit que ça renvoie à une mauvaise image de moi. On revient à la même chose. Pourquoi devrais-je avoir des problèmes du fait que je suis né dans une région du Cameroun? Alors je vais poser la question autrement. Est-ce que Maurice Kamto est le candidat des Bamileke? Attendez, je vais y arriver très rapidement. D'accord. Je trouve que, parce qu'on dit, c'est une affaire entre les Bamileke, ou le Ouest et le centre, tout à fait. Alors, si donc on est logique, on aurait donc dû se demander, mais enfin, pourquoi les Bamileke ne se sont-ils pas dressés contre l'actuel président, puisqu'il est de l'ère ethnique que l'on appelle Fambeti, donc, qui est censé donc être l'adversaire des Bamileke. Or, il ne me souvient pas que les Bamileke se soient dressés contre lui. Et si je voulais même ajouter une petite chose, les Bamileke ont été de ceux qui l'ont le plus soutenu pendant l'épreuve difficile des années 1984. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder et bien comprendre que nous sommes là dans la pure manipulation.
qui en réalité est un héritage colonial. N'oubliez pas que la puissance coloniale, il y a une doctrine, ce les gens savent parce qu'on appelle la doctrine Gallieni. Gallieni était un général qui était en poste, c'est-à-dire gouverneur de Madagascar. Et sa doctrine était que chaque administrateur qui va en colonie doit bien connaître la sociologie et l'anthropologie du pays, c'est-à-dire les groupes ethniques, et les jouer les uns contre les autres. C'est exactement ce qui s'est... Sinon, comment pouvez-vous dire, enfin, comment peut-on dire qu'il y a un problème entre les gens de l'Ouest et du Centre, alors que c'est à peine s'ils ont une frontière commune? Parce que pour que vous ayez des inimitiés entre vous, il faut que dans l'histoire, vous ayez, par exemple, vous soyez combattus dans des guerres ou des choses comme ça. Et d'où viendrait-il qu'il y ait cette donc haine, antagonisme entre les gens du Centre et les gens de l'Ouest? Donc je ne comprends pas l'origine. Mais non, deuxièmement, est-ce que je suis un candidat Bamileke? Oui. Mais c'est ridicule. C'est ridicule parce que ce soit par ma trajectoire personnelle, ma propre vie personnelle, mon itinéraire professionnel, ceux qui me connaissent savent que c'est ridicule. Non seulement, bon, ce serait long à dire parce que j'ai des amis, je parle d'amis, pas de copains, d'amis d'enfance, de lycée et d'université dans diverses régions du pays. Les gens s'attendent à ce que je vienne décliner la composition de ma famille, que dans ma famille, il y a des gens qui viennent du centre et tout ça. Bon, que habite chez moi un enfant qui est, bon, au moins d'un couple, dont une partie, la moitié vient du centre et l'autre de l'ouest. Je n'ai pas besoin de dire tout cela. Je crois qu'il faut regarder chacun à travers ses actes. Ce sont des gens qui sont complètement désemparés, qui sont en tapis dans les officines, et nous les connaissons, qui agitent cela. Parce qu'ils n'ont pas d'argument à opposer au projet politique que nous proposons aux Camerounais. Je ne peux pas être un candidat d'une ethnie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ni Bamileke, ni de quelque autre ethnie. Je suis simplement le candidat porté par le souffle des Camerounais. Pourquoi? Parce que regardez notre parti. Pendant longtemps, on a dit que c'était un parti ethnique. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs qu'un journal a dit ces derniers temps, parce qu'on disait c'était un parti... Anecdote. Oui, non, avant anecdote. On dit, ah, c'est un parti des Baham. Vous avez entendu ça? Mais maintenant, on a dit, maintenant, non, aucun Baham ne le soutient. Donc, même son chef ne le soutient pas. Alors, c'est un parti Baham ou c'est pas un parti Baham? Parce que si c'était un parti Baham, ce serait porté par tous les Baham. Alors, toujours sur les questions un peu discriminatoires comme celle-là, voilà. À l'extrême nord, on dit qu'on ne vous a pas trop ressenti aux côtés des populations de l'extrême. J'arrive. Donc après on dit non, c'est un parti tontine, c'est limité à l'ouest. Après on dit non, que viennent faire les gens de l'extrême nord dans ce parti? Parce que voilà, ils sont nombreux, mais enfin ça pose problème. Donc arrêtons. Tout ce que je souhaite, c'est que cette campagne soit une campagne de vérité, c'est-à-dire où l'on parle de la vérité historique, où l'on discute de ce qui s'est passé en termes de développement économique dans notre pays au cours des 10, 15, 20 dernières années, et ce que chacun propose au peuple camerounais, justement pour moderniser notre pays et le porter à un autre niveau. Quand on dit que je n'ai pas été auprès des populations de l'extrême nord, tout à fait. Je vais vous dire... C'est la question Boko Haram, pour préciser à nos téléspectateurs, avec tout ce qui a pu se passer à l'extrême nord. Alors, on dit n'avoir pas vu le président Maurice Kamto. Eh bien, il a l'occasion de répondre. Oui, non, il y avait la possibilité de dire on joue au matamor, alors que toutes les autorités vous disent les conditions de sécurité ne sont pas prêtes pour que vous déplaciez. Je vais vous dire, quand nous avons lancé le MRC, l'un des premiers endroits, l'une des premières régions où nous voulions sortir pour faire un meeting, c'était l'extrême nord. C'était l'extrême nord. Mais dans la foulée, songez, rappelez-vous que nous créons le MRC en fin 2012, nous allons aux élections 2013. Et à partir de 2014, Boko Haram entre en scène. Nous ne pouvions pas nous y rendre, sauf à aller à la périphérie et prendre des photos pour montrer, pour mettre sur les réseaux sociaux. Moi, je ne triche pas. Quand je suis avec les populations, je suis avec les populations en effet. Je peux vous parler de chaque village de l'extrême nord, enfin en tout cas de la plupart, parce que je les connais du bout des doigts. Je ne vais pas aller découvrir l'extrême nord aujourd'hui, de Darak, n'est-ce pas, en passant par Damboré, que ce soit Photocol, Balangwa, Lélédé, Mada, et en descendant, je connais ça. Donc je ne vais pas aller découvrir l'extrême nord. Je connais la situation exacte de mes compatriotes de l'extrême nord. Yagua, Dacheka, enfin j'en passe, je connais toutes ces régions. Donc moi je ne fais pas la politique de l'esbrouf où je vais venir donner l'impression aux Camerounais que je suis en train de... vous voyez, d'être trop solidaire des populations de l'extrême nord, alors que je sais que les conditions ne sont pas réunies. Ensuite,
On nous a dit, oui, il y a telle ou telle situation à l'extrême nord. Mais la progression de notre parti politique à l'extrême nord montre qu'il n'y a pas le moindre problème avec les populations de l'extrême nord. Nous allons faire un meeting dans une région. Quand nos camarades de la région nous disent, nous sommes prêts. Je ne peux pas de Yaoundé décider à aller quelque part si nos camarades sur le terrain ne nous disent pas où nous sommes. Et justement, il y a par exemple un camarade qui en 2017 est venu en disant, bon voilà, j'ai pu réunir un certain nombre de contacts, vous pouvez venir les rencontrer. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai un parti qui est structuré, organisé. C'était le départemental de notre parti, un des départements. Je lui ai dit, mettez-vous en contact avec le régional pour l'extrême nord, pour organiser et pour qu'il me rassure que les conditions sont réunies. Vous comprenez? C'est tout, il n'y a pas autre chose. Donc, je peux vous dire ici que nos camarades sur le terrain sont en train de nous préparer notre meeting à l'extrême nord. Et vous verrez que nous sommes à l'extrême nord et que les populations de l'extrême nord sont en phase avec nous. Elles n'ont pas le sentiment que nous les avons abandonnés. Peut-être quelques personnes peuvent avoir ce sentiment, mais je voudrais les rassurer, jamais je les ai abandonnés. Président Maurice Kamto, bientôt on va rentrer dans la phase de vos propositions, projet bien sûr concernant votre candidature. Avant, justement, de toutes les façons, puisqu'on y va déjà, parlons donc du phénomène de corruption au Cameroun. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a plusieurs interrogations là-dessus, mais déjà vous, en tant que candidat à la présidentielle au Cameroun, avec le taux élevé de corruption, vous connaissez l'actualité aujourd'hui par rapport à ce phénomène-là. Déjà comme ça, qu'est-ce que vous pensez de l'opération Épervier mise sur pied justement contre ce fléau? Je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je vais redire cela ici. Oui. Quand on a lancé l'opération Épervier, franchement, j'étais très enthousiaste. J'étais l'un des plus gros soutiens de cette opération parce que je me disais, on veut s'attaquer. Et s'attaquer de manière significative à la corruption et surtout à la grande corruption. Oui. Et je me suis dit, enfin, on prend la bonne direction et les bonnes décisions. Mais l'évolution de l'opération Épervier m'a laissé perplexe. Parce que si vous regardez très bien comment les choses ont évolué, et il suffit d'ailleurs de regarder les dernières interpellations, vous constaterez que les personnes interpellées, même lorsqu'elles ont occupé des fonctions gouvernementales, la plupart du temps ne sont pas interpellées pour leur gestion immédiate, pendant qu'elles étaient au gouvernement, mais c'est pour des gestions passées. Oui. Alors, vous avez quelqu'un qui est directeur général, il gère mal. Et on sait qu'il a mal géré, qu'il a touché à la fortune publique, qu'il est corrompu. Mais on le promeut, c'est-à-dire on le nomme ministre, pour ensuite l'arrêter pour les faits commis pendant qu'il était directeur général. Je ne trouve pas de cohérence là-dedans. L'autre chose, c'est qu'on a eu l'impression aussi que dans le cadre de l'opération Épervier, certaines personnalités ont été interpellées et que le cours de la justice n'a pas permis, du moins c'est le sentiment que l'on a, et un certain nombre de Camerounais l'ont, la pleine manifestation de la vérité. J'ai eu à citer, je vais les citer à nouveau, parce que c'est deux cas emblématiques qui m'ont frappé personnellement. On peut dire tout ce qu'on veut, mais moi j'ai un profond sentiment de justice. Les deux cas emblématiques, c'est d'une part celui de l'ancien ministre d'État Marafa Hamidou Yahya, et de l'autre, Jean-Marie Atangana Mbebara. Jean-Marie Atangana Mbebara, on le juge dans une procédure et on dit qu'il y a un non-lieu. Et on ordonne donc sa remise en liberté. Mais on s'organise pour qu'il ne soit pas mis en liberté, on le bloque, on le maintient en prison et on va ouvrir un nouveau dossier pour le poursuivre. Quand on est face à une telle situation, on se dit, mais il y a quelque chose qui m'échappe. C'est pour cela que je suis perplexe. Si les gens ont commis les crimes que l'on leur reproche, ils sont punissables et ils doivent être punis avec la plus grande fermeté. Mais de grâce, la justice, comme on dit, ne doit pas seulement être rendue. Elle doit être regardée comme rendue. Elle doit être perçue comme rendue. Lorsque vous faites une telle manœuvre, on a le sentiment que la justice n'est pas rendue. Je prends le cas de Marafa. Dans une procédure où on dit, finalement, non, c'est
été, il n'a pas agi lui-même, mais il y a eu une complicité intellectuelle. C'est quand même assez inhabituel, complicité intellectuelle qui vous renvoie en prison pour une aussi longue peine. Mais ce n'est pas ça le problème. Je respecte les décisions de la justice camerounaise, en tout cas en principe. Ce qui trouble dans son cas, c'est que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dont le Cameroun est membre, a produit une recommandation, en tout cas une décision, comme on l'appelle quelquefois, disant que dans le cas de Marafa, il n'y a pas eu d'infraction criminelle. Et qu'en fait, il est détenu pour des choses qui n'existent pas. Il est un prisonnier politique et qui doit être remis en liberté. C'est pas moi, Kamto, qui le dit. C'est pas moi. J'étais pas membre de ce comité, ni d'un côté ni de l'autre. Et je dis donc, si le Cameroun a adhéré à cet organisme et que cet organisme se prononce, on doit être cohérent et en tirer les conséquences et le mettre en liberté. Voilà tout ce que je dis. Donc, en dehors de cela, j'ai dit il faut absolument être intraitable avec la corruption. Et d'ailleurs, si on était cohérent dans l'opération Épervier, sans même m'attarder sur le fait qu'il y a d'autres mécanismes de lutte contre la corruption, exactement, il faudrait mettre en place déjà en application de l'article 66 de la Constitution, c'est-à-dire prendre le décret d'application. Oui. Parce que la loi a déjà été adoptée en 2006, pendant que j'étais au ministère de la Justice. Je voudrais souligner cela au passage, n'est-ce pas? Il faut prendre le décret qui met en place le comité devant lequel chacun doit aller déclarer ses biens avant d'entrer en fonction. C'est déjà un mécanisme. Mais je reviens sur la lutte contre la corruption. Est-ce qu'il est normal que l'on dise que des gens sont poursuivis pour avoir distrait des milliards de la fortune publique et qu'on ne prend pas, parce que l'ordre juridique camerounais nous donne des instruments à cet égard, les dispositions pour que justement cette fortune éventuelle ne disparaisse pas entre-temps. Vous avez vu des gens qui étaient en prison qui continuent à construire des immeubles. On a déjà saisi les comptes de qui, gelé les comptes de qui ici. Donc, il faut être cohérent. Je ne dis pas de les confisquer, mais il y a des mesures conservatoires. Vous prenez des mesures pour soit geler des comptes, soit pour que, par exemple, l'immeuble en question ne soit pas vendu. Et si la personne est innocente, on lui restitue ses biens. Aussi simple que cela. Alors, mascarade politique ou alors opération à tête chercheuse? Par moments, on a l'impression que c'est une opération à tête chercheuse. À d'autres moments, on a l'impression justement que c'est un rideau de fumée politique. Pourquoi opération à tête chercheuse? Parce que un certain nombre de personnalités interpellées dans le cadre de l'opération Épervier font partie de celles que l'on considérait comme étant des concurrents potentiels, des compétiteurs politiques potentiels pour la fonction présidentielle. C'est ce qu'on dit. Rideau de fumée politique parce que on a l'impression que c'est à chaque approche des échéances électorales qu'on réanime de manière très dynamique Épervier. Donc Épervier se pose quelque part sur une branche d'arbre, il se repose, et que lorsque se profile... que son départ en 2006, c'est parce qu'il y avait les échéances de 2007. Oui, voilà. La relance dans les années 2009-2010. Il y avait 2011. Maintenant, on relance 2017-2018 parce qu'il y a l'échéance 2018. Sinon, je dis, prenez la situation des personnes interpellées récemment. Est-ce que leur situation n'était pas connue? C'était connu. D'ailleurs, le nom d'un certain nombre d'entre eux circulait dans les journaux depuis un bon moment déjà. Pourquoi attendre maintenant pour le faire? Selon certains juristes, il y a une certaine procédure, et il faut réunir certains documents, il faut réunir certaines preuves. Peut-être c'est ce qui expliquerait peut-être le fait qu'il ne soit pas... Il se trouve que je suis moi-même un peu juriste. Donc, on ne demande pas de condamner les gens sans preuve. On dit simplement d'ouvrir l'enquête. L'ouverture d'enquête ne veut pas dire vous avez votre présomption d'innocence. Tout à fait. L'ouverture d'enquête ne veut pas, mais ce n'est même pas la mise en examen comme je disais tout à l'heure. L'ouverture d'enquête, c'est qu'on cherche des éléments pour vous mettre en examen. Donc, dans le cas, par rapport au code pénal ou au code de procédure pénale camerounais, pour vous mettre en détention provisoire. Oui. Donc ça ne veut pas dire qu'on dit déjà que vous êtes un inculpé. Non, vous n'êtes pas inculpé. Vous êtes simplement mise en examen. Enfin, il y a simplement une investigation sur votre situation. Or, ça n'a pas été fait.
Donc j'aurais compris qu'on dise, on a ouvert une enquête depuis 2009 ou 2010 ou 2015, et ça aboutit. Maintenant on a des éléments maintenant pour montrer que ces personnes effectivement peuvent être... Alors juste une petite remarque, Président. Il s'agit toujours dans le cadre de cette affaire de l'opération Épervier, on a constaté de plus en plus qu'avant même que le concerné ne soit notifié, une lettre est dehors, estampillée urgent, en tout cas il y a des expressions utilisées pour dire tel est interdit de sortie du territoire. Confidentiel, merci Manuela. Donc avant même que le concerné ne soit notifié, l'affaire est dehors, chez nous dans les médias, dans les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on explique cette fuite de documents d'État? Ça c'est un vrai problème dans notre pays aujourd'hui. Et ça doit nous préoccuper. Il ne faut pas se réjouir de ce qu'il y ait de telles fuites, parce que le gouvernement d'un pays a besoin d'un minimum de confidentialité pour la bonne gestion des affaires publiques et pour la bonne marche des affaires publiques. Donc je ne peux pas me réjouir de ce que les documents publics soient tout le temps sur la place publique, absolument pas. Je ne peux pas savoir pour quelles raisons, effectivement, on n'arrive pas à mieux contrôler la circulation de l'information dans l'administration. Ce que je peux dire, c'est que cette manière de dire que l'autorité de police interdit la sortie du territoire me pose un tout petit problème sur le plan juridique, parce que je crois que c'est la justice qui ordonne l'interdiction de sortie du territoire. Donc de ce point de vue, j'ai un problème. Mais pour la fuite des documents, je crois que ça doit être un sujet de préoccupation pour nous tous. Parce que de là à ce que demain des documents encore plus confidentiels qui peuvent mettre en jeu, n'est-ce pas, la sécurité nationale, les intérêts de notre pays soient mis dans l'espace public, il n'y a qu'un pas, et il ne faudrait surtout pas que l'on franchisse cela. Alors, tout à l'heure, vous avez tantôt relevé justement que vous avez été justement au ministère de la Justice du Cameroun. Vous avez été ministre dans ce gouvernement, le gouvernement du président Paul Biya. Aujourd'hui, vous êtes challenger. Alors, qu'avez-vous fait de manière concrète pour marquer votre passage dans ce ministère? Alors, merci de me donner l'occasion de citer quelques actions que nous avons pu mener. Je dis nous parce que c'est pas simplement un nous de politesse, mais c'est nous parce que moi j'étais ministre délégué au sein du ministère de la Justice, et donc il y avait un patron du ministère qui était le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc je n'aime pas m'attribuer à moi seul les mérites de ce que nous avons pu faire, parce que ça a été fait sous sa houlette et ensemble avec lui. Mais nous avons réussi quand même des choses dont je suis très fier. Nous avons, dès que nous sommes arrivés au ministère de la Justice, en tout cas dès que moi j'y suis arrivé, on a travaillé dans la foulée, on a sorti le code de procédure pénale actuel, qui est un texte qui était, j'allais dire, en souffrance, en tout cas en débat au sein du ministère depuis presque 30 ans. Nous avons finalisé ce texte, nous l'avons sorti. Et c'est un très bon texte, malheureusement qui n'est pas toujours respecté, parce que c'est un texte qui est très protecteur des droits et des libertés des citoyens. Par exemple, l'habeas corpus est dedans. C'est inscrit dedans. En vertu de ce code de procédure pénale, la règle au Cameroun, normalement, c'est la liberté. Et la détention est l'exception. Parce que nous ne voulions pas cette surpopulation carcérale qui transforme des Camerounais qui ont commis, vous voyez, des infractions bénignes en des criminels endurcis. Parce que lorsque vous envoyez un jeune qui a volé une banane en prison pour 6 mois, il ne sort plus voleur de bananes, il sort braqueur. Avec de l'expérience. Avec de l'expérience. Donc nous voulions éviter cela. Malheureusement, ce n'est pas toujours respecté. Donc il y a ce code. Mais nous avons aussi pu introduire dans l'organigramme du ministère de la Justice une direction des droits de l'homme qui n'existait pas. Parce que cette direction est désormais l'interface entre le gouvernement et l'opinion camerounaise, entre le gouvernement et l'opinion internationale. Parce que les gens écrivaient pour se plaindre, par exemple, des violations du droit de l'homme au Cameroun, mais il n'y avait pas une structure administrative qui pouvait gérer ce genre de dossier et donner des réponses adéquates. Nous avons lancé, et je crois, si mes informations sont bonnes, que ça existe toujours, lancé le rapport annuel du ministère de la Justice sur les droits de l'homme au Cameroun. Ça n'existait pas.
Donc c'est un rapport qui est une mine d'informations. Je regrette que les gens ne l'exploitent pas assez parce que parfois on vous dit oui, mais les chefs traditionnels ne sont jamais poursuivis au Cameroun. Nous avons montré dans ces rapports qu'ils sont poursuivis, condamnés, jugés et condamnés. Vous voyez? Et donc ce rapport, allez voir ce rapport, vous allez trouver des choses extraordinaires là-dedans. Maintenant, du point de vue de l'organisation de la justice camerounaise, c'est lorsque nous y étions que nous avons mis en place toute la réforme judiciaire prévue par la Constitution de 1996. C'est nous qui avons rédigé justement la réforme de la Cour suprême, les textes réorganisant la Cour suprême. C'est nous qui avons rédigé les textes créant les tribunaux administratifs régionaux. Maintenant, vous savez qu'il y a des tribunaux administratifs par région. Avant, si vous étiez à Maroua et que vous aviez un problème de contentieux administratif, il fallait venir à Yaoundé. Là, vous réglez à Maroua. C'est nous qui avons rédigé les textes sur les chambres régionales des comptes. C'est-à-dire pour examiner les comptes de l'administration au niveau d'une région, vous n'avez pas besoin d'envoyer à la chambre des comptes au niveau de la Cour suprême. Nous avons revu le statut de la magistrature. Nous avons revu le statut de l'administration pénitentiaire, amélioré justement les grilles indiciaires dans l'administration pénitentiaire parce que il y avait un écart absolument, un gouffre pratiquement par exemple entre le personnel de l'administration pénitentiaire et le personnel de police. Nous avons réduit justement cet écart pour améliorer les conditions de l'administration pénitentiaire. Nous avons, avec la coopération internationale, essayé d'améliorer la situation des prisons, notamment, par exemple, ne serait-ce qu'en achetant ce qu'on appelle des cars pour l'extraction des détenus. Vous savez, par exemple, qu'avant, pour amener des détenus au palais de justice, ils avaient des menottes et on les traînait sur le bord de la route comme justement du bétail. Non, nous avons dit c'est contraire justement à la dignité humaine et on a acheté des cars pour l'extraction des détenus. Je peux continuer sur l'exécution des décisions de justice. Nous avons adopté la loi notamment sur l'exécution des décisions et des sentences des juridictions étrangères. Nous avons également rédigé complètement d'une part, le code de procédure pénale, le code de procédure civile, le code civil et la refonte du code pénal qui a, comme vous le savez, déjà été adopté devant le Parlement camerounais. Les deux autres codes ne sont pas encore passés devant le Parlement, mais nous avions entièrement rédigé cela. J'ai dit tout à l'heure que c'est également nous qui avions rédigé la loi de 2006 appliquant l'article 66 de la Constitution. Donc si cet article n'est pas entièrement appliqué aujourd'hui, c'est parce que le décret d'application qui dépend du chef de l'État, du président de la République, n'a pas été signé. S'il le signe, le lendemain, le comité sera mis en place et les gens pourront déclarer justement leurs biens avant d'entrer en fonction pour qu'à la sortie de la fonction, on compare ce que vous aviez au moment d'entrée et ce que vous avez à la sortie. Alors, maintenant qu'on a... Et là, j'ai cité quelques-uns. Quelques-uns, ça voilà. C'est clair aussi. Voilà. Alors, président, ça c'est ce que vous avez fait en travaillant avec M. Biya. C'est ça. Maintenant que vous êtes candidat, vous êtes son challenger, qu'est-ce que vous comptez faire? Et là, on s'adresse à la caméra qui est là, puisque les téléspectateurs vous suivent. Quels sont les projets que porte le candidat Maurice Kamto pour les Camerounais? Nous avons, merci de me donner l'occasion de partager cela avec vos téléspectateurs, nous avons 5 grands chantiers. Ce que nous appelons les chantiers de modernisation. Le premier chantier de modernisation est le chantier institutionnel et politique. Il s'agit d'une part de réviser la Constitution, enfin de réformer la Constitution complètement. Premièrement, pour prendre en compte les conclusions du dialogue que nous voulons avec les anglophones sur la forme de l'État, parce qu'il faudra acter cela dans la Constitution. Mais d'autre part, parce que nous voulons revenir et réintroduire dans la Constitution la limitation du mandat présidentiel, du nombre de mandats présidentiels. Un mandat renouvelable une seule fois. Nous voulons l'élection présidentielle à 2 tours au Cameroun, pour que le président qui est élu soit porté par une vraie majorité des Camerounais et jouisse de la légitimité qu'il faut pour diriger le pays. Nous voulons ramener l'âge électoral de 20 ans à 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal que l'on dise qu'un jeune de 18 ans est suffisamment majeur pour aller en prison, puisque l'âge pénal au Cameroun c'est 18 ans, mais qui n'est pas assez mûr pour choisir ses dirigeants à l'âge de 18 ans. Voilà quelques axes de réforme. Mais nous voulons aussi rééquilibrer, d'abord au sein de l'exécutif, le pouvoir entre le président de la République et le Premier ministre.
C'est-à-dire donner plus de pouvoir au Premier ministre pour la conduite de l'action gouvernementale. Le président doit définir la politique du gouvernement. Le Premier ministre doit exécuter, mettre en œuvre cette politique. Pour cela, il faut qu'il ait l'autorité nécessaire pour mettre. Ensuite, rééquilibrer le pouvoir entre les institutions, c'est-à-dire entre le législatif et l'exécutif. Il faut que le Parlement joue pleinement son rôle. Que ce ne soit pas simplement une chambre d'enregistrement. Par exemple, faciliter la possibilité pour le Parlement de faire des enquêtes parlementaires. Ça aide l'exécutif. Si on dit qu'il y a malversation, que tel chantier financé par l'État n'a pas été achevé dans une région, il faut que le Parlement puisse mettre en place une commission parlementaire pour aller investiguer. Le résultat va aider le président de la République justement à faire le nettoyage et à prendre les sanctions en cas de besoin. Donc c'est à l'avantage de l'État et non pas contre l'exécutif. Donc voilà pour ce qui est du chantier institutionnel. Maintenant le chantier... Et ça c'est le premier axe. Oui, ça dans le cadre du chantier institutionnel, voilà un premier pilier. L'autre pilier est purement politique, c'est-à-dire nous voulons reconstruire vraiment le vivre ensemble entre les Camerounais. Le pays est beaucoup trop divisé, beaucoup trop fracturé, beaucoup trop fractionné, avec des clivages ethniques dont nous parlions tout à l'heure. Il faut que l'on éduque les Camerounais à l'idée qu'ils sont nés de régions différentes, mais personne n'a choisi la région dans laquelle il est né, et que ça ne devrait jamais être un motif d'opposition entre eux, premièrement. Deuxièmement, et pour ce faire, moi j'entends demain favoriser et mettre des moyens de l'État à disposition, favoriser par exemple ce qu'on appelle les colonies de vacances entre les régions. Les jeunes Camerounais de la maternelle et du secondaire d'une région doivent aller passer un mois dans une autre région, parfois en famille, avec des familles d'accueil, pour être en famille et pas simplement dans un lieu confiné. J'ai créé un prix au sein, dans le cadre du MRC, parce que chaque fin d'année, je reçois des enfants des familles défavorisées. On fait un repas ensemble en fin d'année. Et je leur ai dit, je crée un prix. Ce sera décerné à partir de 2018. Un enfant d'une région donnée qui parle la langue, une langue d'une autre région sera primé. C'est comme cela que nous allons construire le vivre ensemble. Mais nous allons également construire ce vivre ensemble en résolvant une bonne fois pour toutes la question anglophone. Pour qu'il n'ait pas ce sentiment d'être des Camerounais de seconde zone. Et ce n'est pas très compliqué. Voilà le chantier globalement politique. Maintenant, le deuxième chantier, c'est ce que j'appelle le chantier productif, la production. Et en fait, ça englobe l'économie. La première chose à faire, nous l'avons toujours dit, c'est l'aménagement du territoire. Pour avoir une visibilité de l'ensemble du territoire camerounais. Pourquoi? À l'heure actuelle, lorsque l'État veut construire une infrastructure quelque part, il arrive et on dit non, les gens ont des titres fonciers et tout. Et l'État doit dépenser des sommes folles pour exproprier des zones de brousse. Alors que la loi foncière camerounaise interdit cela, mais on ne sait pas comment ils s'organisent pour avoir des titres fonciers. Or, si vous avez un plan global d'aménagement du territoire camerounais, vous saurez exactement là où vous voulez demain faire une zone industrielle. Vous saurez exactement là où vous voulez construire une université. Où est-ce que vous voulez faire une ville nouvelle pour l'extension. Où est-ce que vous voulez faire le nouveau tracé de chemin de fer que nous on veut faire, qui partira de Douala jusqu'à N'Djamena. Mais pas sur l'alignement actuel, parce que j'entends dire qu'on est en train de... On a déjà lancé l'appel à manifestation d'intérêt. Oui, non, lancer l'appel à manifestation d'intérêt. Nous, on veut construire un nouveau chemin de fer Douala-N'Djamena à double voie, mais avec un écart aux normes internationales. Nous avons aujourd'hui un écartement qui est aux normes du 19e siècle. Et c'est pour ça d'ailleurs que les trains tombent et ne peuvent pas supporter justement un trafic important. Donc, si vous avez un plan d'aménagement de territoire, vous réservez donc déjà le tracé par anticipation pour qu'il n'y ait pas d'emprise là-dessus. Donc, une fois que nous avons fait cela, nous passons, premier pilier, c'est l'agriculture. Parce que c'est là, c'est dans la modernisation de l'agriculture que nous allons accroître la richesse nationale, avoir justement des avantages comparatifs en termes d'exportation, parce que nous avons des terres agricoles qui sont riches. Si vous prenez le centre et le sud, vous pouvez mettre l'accent sur le cacao, en dehors des produits vivriers. Vous prenez par exemple la partie septentrionale du pays, vous pouvez vraiment, on peut encore bien développer la filière coton pour faire une vraie industrie manufacturière autour du coton. Vous prenez d'autres régions du pays, par exemple là où il y a une grande production de manioc, vous pouvez développer une industrie, parce que le manioc, il y a 300 sous-produits de manioc, 300, n'est-ce pas, de l'alcool jusqu'à l'amidon en passant. Donc vous pouvez développer une vraie filière autour de cela. Donc nous voulons faire moderniser l'agriculture comment? Premièrement, il faut créer
un semencier national. Un semencier, c'est un organisme qui produit la semence. Aujourd'hui, au Cameroun, si vous dites, on veut booster, par exemple, le maïs, le planteur va dire, oui, ça c'est très bien, mais quand il sort, il dit, mais je trouve la variété, c'est-à-dire la semence améliorée, où il ne trouve pas. Donc nous voudrions qu'il y ait un semencier national qui peut mettre cela à disposition des planteurs. Nous voulons la mécanisation, mais la petite et la grande. Oui. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, dans la partie septentrionale, les gens sont déjà habitués, par exemple, à la culture attelée. Oui. Donc, avec 2 vaches, exactement. vous avez voilà, vous pouvez faire la charrue. Nous voulons, dans un premier temps, pour l'agriculture familiale, qui est souvent sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, vulgariser et généraliser cela. Pour les grandes exploitations agricoles ou moyennes, nous allons mettre les tracteurs, que nous allons non seulement monter ici dans un premier temps, mais deuxièmement fabriquer. Et troisièmement, nous allons mettre en place des usines de production d'intrants, c'est-à-dire des engrais. Il vous souviendra que le Cameroun a annoncé il y a quelques années la construction d'une usine de production d'engrais. C'est abandonné, c'était avec les Allemands. Nous allons mettre cela en place. D'ailleurs, pas uniquement pour produire des engrais chimiques, mais pour faire des engrais biologiques. En développant, et je termine par là, une filière d'agriculture biologique. Parce que vous avez des produits camerounais aujourd'hui qui ont l'appellation d'origine. Pourquoi? Parce que c'est biologique et donc ça a de la valeur en termes, par exemple, alimentaires. Il y a le poivre de Penja, oui. Il y a le miel d'Oku. Seulement, c'est encore produit artisanalement. Il faut donc réaliser cela. Voilà ce que nous voulons faire sur l'agriculture. Évidemment, on ne peut pas penser agriculture, modernisation sans penser agro-industrie. Mais donc c'est le pont entre la production agricole et l'industrie. Et ça me donne la transition. L'autre pilier du pacte productif, c'est l'industrie. Le Cameroun est un pays qui a vraiment une jeunesse bien formée, aussi bien au plan national que dans la diaspora. Il y a des milliers d'ingénieurs camerounais seulement en Allemagne, je ne parle même pas dans toute l'Europe. Nous voulons choisir des filières industrielles sur lesquelles nous savons que nous pouvons être compétitifs. Par exemple, la chimie. Par exemple, l'énergie. Pourquoi la chimie? Pas simplement parce que le Cameroun a un peu de pétrole et beaucoup de gaz. Par exemple, pour ceux qui connaissent la Guinée équatoriale, ils savent que c'est un pays qui a une bonne filière, une grande filière justement chimique, qui produit l'ammoniac et beaucoup d'autres produits. Donc, on peut également développer cela au Cameroun. Et je peux vous dire que 80 à 90% de ce que nous utilisons chaque jour, c'est à base de la chimie. Ah oui. Cette table, les caméras et tout ça, il y a de la chimie dedans. Donc la chimie, c'est pas simplement le plastique que l'on voit, c'est beaucoup d'autres choses. Nous voulons développer cette filière. Nous voulons développer donc une vraie filière agro-industrielle, je ne m'attarde plus là-dessus. Et troisièmement, la filière technologie de l'information et de communication. Parce que nous avons déjà un vivier autour de ce qu'on appelle le Silicon Mountains. Oui. Ce sont des jeunes, hein, ce sont des jeunes qui eux-mêmes ont pris cette initiative. Nous voulons accompagner cela. L'État doit accompagner pour que ce soit demain comparable à Bangalore, en Inde ou à Silicon Valley aux États-Unis. Et ça, les Camerounais ont toujours eu le talent extraordinaire dans ce domaine. Et dernier point dans le pacte productif, nous voulons vraiment développer une filière de l'industrie financière. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui être compétitif dans l'économie mondiale si vous n'avez pas des leviers de financement. Et donc, par conséquent, il faut développer la place boursière de Douala. Par conséquent, la question de la monnaie aussi étant réglée, ça va venir renforcer. Mais il faut également renforcer le système bancaire camerounais pour attirer les financements dans le pays. Le troisième chantier, très rapidement, je sais que peut-être j'ai pas beaucoup de temps. Nous sommes déjà à la fin. Oui, mais très rapidement, le troisième ou le quatrième, le troisième chantier, c'est le chantier social et de solidarité. Oui. Social, très rapidement, nous voulons mettre en place une assurance maladie universelle minimum. Quand nous disons universelle, c'est tous les Camerounais, que vous ayez un emploi salarié ou pas, que vous soyez la grand-mère au village, c'est une couverture gratuite pour tous les Camerounais. Et pourquoi nous ajoutons minimum? Les autres ne disent pas, nous disons. Assurance maladie universelle minimum. C'est-à-dire, pour un certain nombre de maladies, d'affections de base, comme le palu et d'autres, tout le monde sera couvert gratuitement. Mais pour les maladies compliquées et autres, il faudra des complémentaires santé, parce que l'État ne peut pas prendre tout cela en charge gratuitement. Deuxièmement, la césarienne sera gratuite au Cameroun. Parce très important. Extrêmement important. Je ne vois pas, d'ailleurs le Bénin fait la gratuité de la césarienne, je ne vois pas pourquoi le Cameroun ne ferait pas. Et je ne vois pas pourquoi nos sœurs, nos mamans, nos épouses doivent mourir en couche en donnant la vie simplement parce qu'elles n'ont pas assez d'argent. Et ça doit être gratuit. Et
En ce qui concerne la carte de santé du Cameroun, nous allons redéfinir la carte de santé avec les professionnels. À l'heure actuelle, on crée des structures de santé et des centres de santé là où il y a des hommes politiques. C'est-à-dire, si vous êtes député, vous pouvez obtenir qu'on fasse un centre de santé chez vous. Je suis votre voisin, je suis ministre, je peux obtenir. Donc, à 500 mètres, on a 2 centres de santé. Mais les autres, à 5 km, n'ont pas de centre de santé. Donc, nous voulons amener les centres de santé, les infrastructures de santé de façon générale, vers les populations et non pas vers les lieux où il y a les hommes politiques. Pour ce qui est de la culture, la culture est une vraie activité, non seulement créatrice, mais elle est génératrice de revenus. Et donc, nous allons soutenir la culture et avoir un statut pour les artistes. Il faut un statut qui soit protégé. Il est triste de voir que des gens qui nous ont enchantés, tout le monde a dansé sur leur musique, meurent et finissent comme des clochards. Donc il faut qu'il y ait une protection. C'est quand même, nous vivons grâce à la musique, n'est-ce pas? Voilà, je disais à quelqu'un même, si ton bar tourne aussi bien, c'est parce que tu mets la musique. Très bonne musique, donc, en même temps, j'ai envie de dire, j'ai écouté le président sur plusieurs points. Oui. Peut-être vous avez oublié l'éducation. L'éducation. Ah oui, vous avez raison. Oui. Mon Dieu. Mon Dieu. Oui. Heureusement que vous êtes là pour... vous êtes mon bord, comme on dit. Merci. Parce que c'est dans le pacte, c'est dans c'était le deuxième pilier. Oui. Vous voyez, c'est pour ça que je vais me tromper sur le numéro. Parce que l'éducation, c'est un pilier à part. Oui. Parce que c'est le cœur de l'affaire. Nous ne pouvons pas moderniser nos pays si nous ne changeons pas de paradigme éducatif. Les systèmes éducatifs aujourd'hui en place ont été créés dans les années 60 pour former des cadres qui devaient prendre la relève des expatriés, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. C'était des cadres administratifs. Et ce système-là a donné le meilleur de lui-même. Il n'est plus performant, il est obsolète. Donc nous voulons un système réformé de la maternelle jusqu'à l'université. Dès la maternelle, on va mettre l'accent sur l'éveil de l'esprit de l'enfant à l'innovation. Par exemple, une maman sait très bien que si les Legos, les mamans connaissent les Legos, ce sont les bouts de plastique qu'on assemble. Oui. Si vous jetez des Legos à un enfant à la maternelle, vous lui dites, faites-moi une maison, il va peut-être vous faire un éléphant. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il apprenne le processus de création. Donc au lieu qu'il récite et chante simplement toute la journée, il faut qu'il apprenne à créer et à découvrir son environnement. Ensuite, l'enseignement des matières scientifiques, c'est-à-dire mathématiques, physique, biologie notamment, pour ne pas dire technologie, sera généralisé à partir du primaire, introduit vraiment à partir du primaire et avec une amplification au secondaire et naturellement au supérieur. Pour que nous ayons demain une armée d'ingénieurs, de techniciens, de gens qui foisonnent dans tous les secteurs et créent et inventent. Parce que pourquoi est-ce qu'un pays comme le Japon, qui n'a aucune matière première, arrive à être la deuxième puissance économique du monde? C'est justement parce que les Japonais ont mis l'accent sur l'éducation et donc c'est la ressource de l'intelligence et non pas seulement des matières premières. Donc pourquoi est-ce que la Corée, qui avait le même PIB que le Cameroun, dit-on, dans les années 60, et aujourd'hui la 10e ou 11e puissance industrielle, et bon, le Cameroun, je ne sais pas à quel niveau font le tableau, c'est simplement parce qu'ils ont parié sur l'éducation. Donc, sur ce pilier central, nous voulons que demain, les jeunes Camerounais du secondaire aient au moins un séjour pendant leur cursus secondaire dans l'entreprise et ailleurs. À l'université, nous voulons que les écoles de formation d'ingénieurs et les centres de recherche aient un contrat avec l'État sur un produit qu'ils vont mettre au point à un horizon déterminé. Et l'État mettra à leur disposition des financements nécessaires. Sinon, ils ne recevront plus des fonds publics. Deuxième pilier de l'éducation, c'est pour régler le problème du chômage des jeunes. À l'heure actuelle, beaucoup de jeunes ont des diplômes d'enseignement général, droit, lettres, sciences économiques et puis ne trouvent pas d'emploi. La plupart d'entre eux finissent sur les bains sikhines. Tout à fait. Et vous voyez que c'est un vrai drame pour la nation. Parce que ces jeunes, l'État a mis de l'argent pour les former, mais les familles aussi. Et dès lors qu'il fait un accident, il devient une charge pour la famille. Alors que tout le monde comptait sur lui pour être un pilier pour la famille. Il faut mettre un terme à cette souffrance. C'est pour cela que nous disons, des jeunes qui ont été formés, qui ne trouvent pas d'emploi, doivent changer de couloir pour entrer dans un couloir où ils peuvent trouver un emploi. Et le changement de couloir se fait par une passerelle qui est une passerelle de formation. Dans un institut de formation, la formation ira de 6 mois à 24 mois au maximum dans les instituts professionnels. Parce que si vous prenez un jeune qui a une maîtrise,
en sciences économiques et vous voulez en faire un électricien, il n'a pas besoin de recommencer à la base. Il a signé est déjà assez ouvert. Voilà, au bout de 12 mois, il sera là. Donc il va être dans un couloir et trouver un emploi. Et comme nous n'oublions personne, moi dans mon programme n'oublie personne. Les jeunes qui ont quitté l'école trop tôt, par exemple au niveau du CEP, il faut donc les mettre dans le circuit de l'emploi par le centre de métier. Ce n'est plus des instituts de formation professionnelle, c'est des centres de métier. Vous n'êtes pas là surtout pour chercher un diplôme, mais pour chercher un savoir-faire. Donc, par exemple, une jeune fille qui veut faire la coiffure, bon, il y a beaucoup de salons de coiffure qui proposent déjà cela, mais je prends cet exemple, pourra séjourner de 3 mois à 6 mois dans ce centre et avoir une vraie formation. Ou par exemple, un jeune ou une jeune fille qui veut être vendeur dans un magasin, un supermarché. Il n'y a qu'au Cameroun que l'on croit qu'on peut vendre sans avoir appris à vendre. Parce qu'en Europe, lorsque vous arrivez, ou en Occident, quand vous arrivez dans une boutique, la jeune dame qui est là vous sourit jusqu'aux oreilles et vous croyez que c'est à cause de votre cravate. Non, ça ne l'intéresse pas, c'est pour que vous achetiez. Donc, elle a appris cela à l'école. Donc, il faut que nous leur donnions ces formations-là dans des centres de métier. Si vous voulez être un carreleur, si vous voulez être un staffeur, vous allez trouver justement un lieu. Et ces centres de métier vont être animés par des praticiens, parfois qui sont à la retraite, avec lesquels l'État va signer des contrats. Vous voyez, quelqu'un qui est à la retraite à 60 ans et encore performant. On signe un contrat pour qu'il anime un centre de métier pendant 12 mois. Voilà. Et voilà. il y a tellement à dire, tellement de choses à dire. Donc, Bachir, je vais vous laisser le soin de conclure. Oui. On a pratiquement peut-être une seule minute, Président, en 30-45 secondes. Je vous en prie, un seul mot pour ceux-là qui appellent à la coalition de l'opposition. Est-ce que Maurice Kamto, en tant que candidat du parti MRC, est prêt à rejoindre les autres partis d'opposition pour se présenter à l'élection présidentielle? Mais je l'ai dit, non seulement je l'ai dit, mais je l'ai fait. Je l'ai dit dans mon message de fin d'année 2017 que j'irai vers tout le monde. Et vous qui êtes très attentifs à l'actualité, vous savez très bien que je suis allé vers le candidat Maître Akere Mouna, je suis allé vers le candidat Yoshua aussi déjà. Exactement. Je suis allé vers le candidat vers CPP, vers Manidem, vers Off Orange. Donc je suis allé, j'ai rencontré Paul Aya dans le sud. Oui. Voilà, je suis en contact avec d'autres formations politiques. Donc je suis ouvert, je suis largement ouvert à cela. J'ai toujours dit qu'il fallait qu'à un moment donné, nous mettions toutes les cartes sur la table et que l'on examine parmi nous celui qui a le plus de chance. Parce que c'est de cela qu'il est question. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que l'on spécule comme si les 5 candidats vont se présenter en même temps. Il faudra à un moment donné choisir. Voilà. Et objectivement, nous devons nous dire qui a le plus de chance maintenant. Voilà. Et voilà, chacun de nous pense qu'il a le plus de chance. Bon, il faudra voir. En tout cas, on ne peut que souhaiter beaucoup de bonheur au président Maurice Kamto, qui aspire à la magistrature suprême. Également à Maître Maurice Kamto, qui est sur beaucoup d'affaires en ce qui concerne les pays africains. Exactement. Mais aussi professeur Maurice Kamto, de qui nous apprenons beaucoup. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, merci à Manu avec qui nous avons présenté cet entretien, merci à toute l'équipe qui accompagne le président Maurice Kamto. On se retrouve donc très bientôt sur Afrique Média dans le cadre d'un autre entretien.